Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez déjà, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Geoffroy Vaha, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Et pour cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité, nous recevons à la barre ce matin Nicolas Zemané. Il est enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudgou et consultant indépendant en management public. Et avec lui, il sera question des principes, objectifs, méthodes et conséquences des réformes institutionnelles au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec la fenêtre des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette deuxième audience du tribunal ? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est vrai que cela va faire partie de notre débat de ce jour, mais c'est le travail qui a été présenté par le président de l'ALT au Premier ministre à l'issue des consultations régionales. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Et il y a une particulièrement qui retient notre attention. Il est dit que 84% des personnes consultées veulent une nouvelle constitution qui reflète nos valeurs traditionnelles. Effectivement, qui reflète nos valeurs traditionnelles, on est d'accord. Sauf qu'il y a une grosse question à répondre. C'est comment ? Quelles sont ces valeurs traditionnelles qui nous reflètent? Quand on sait qu'on a une soixantaine d'ethnies, d'une ethnie à une autre, on a les mêmes valeurs, mais pas la même façon de vivre les mêmes valeurs. Il y en a ce qui le vous pose problème et le tu pose problème et le vous ne pose pas de problème. Il y a des éléments qui ne sont pas contenus dans même le langage quotidien de certaines ethnies qui composent le Burkina. Et donc, c'est de quelles valeurs maintenant traditionnelles? Si c'est les valeurs traditionnelles africaines également, elles sont transversales. Les valeurs sont transversales. Sur le plan de la religion, on parle des valeurs cardinales, des valeurs, mais les valeurs sont propres à toutes les sociétés. Intégrité, respect, et tout, patriotisme. C'est des valeurs qui je dirais d'ailleurs qui sont propres à chaque population. Si nous voulons effectivement inculquer de vraies valeurs au Burkinabé, je ne pense pas que c'est par une constitution qu'il faut commencer. Je pense que il faut commencer par ce que nous mettons dans la tête de nos enfants. La discipline du japonais et du chinois, c'est à l'école qu'il apprend. L'esprit de grandeur et de puissance de l'américain et de son sens élevé du patriotisme, son attachement au drapeau national, c'est à l'école qu'ils lui ont mis ça dans la tête. Donc même si nous avons une belle constitution inculquée sur ces valeurs-là, que représente cette valeur pour un enfant qui ne sait même pas ce que ça représente? Donc il voit des tontons à la télé qui sont épinglés pour des corruptions, pour ceci, pour cela, et puis on dit que la constitution dit de ne pas faire ci. Bon, c'est là. Donc le comment est très important. Et je pense que si c'est réellement ces valeurs que nous voulons inculquer, on sait par où commencer. Allez-y dans le Sanguier, il y a des familles qui sont basiées. Normalement, le féminin, c'est Kanzier. Ça, ce sont des valeurs qui sont propres à nous. Mais le droit positif, à travers le cours des personnes de la famille, on l'a enlevé. Ce qui fait que, alors qu'il y a une explication, il y a un champ sémantique et il y a une vibration qui va avec. Donc quand vous appelez une femme basiée là-bas, quand les hommes regardent, c'est comme il y a une identité quelque part de perdu. Mais ça, ce n'est pas... On l'a mis dans un texte. Mais sur le plan des vécus quotidiens, ils ne le vivent pas. Mais ça, ce n'est pas un texte qui peut changer ça. C'est revivre ces valeurs-là, plutôt que de dire on veut une constitution. Oui, c'est un autre niveau de document. Mais de mon point de vue, si réellement on veut inculquer nos vraies valeurs à nos enfants, à la société burkinabé de façon générale, il y a une génération de perdus, ça il faut avoir le courage de le dire. Ça doit commencer par ce que nous mettons dans leur tête. Et ça c'est très important. C'est ce que j'avais comme avant-propos.
Alors, juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Oui, merci Président. Il y a quelques jours, je venais en avant-propos sur la question des paiements via le mobile money qui est proposé aux nombreux consommateurs, que ce soit de l'ONEA ou la Sonabel, pour les prépayer. Quand on prend la Sonabel, ce n'est pas un problème. Mais quand on va dans les postes payés, ça devient toujours un véritable problème puisque le paiement lui-même ne fait pas, c'est-à-dire que ce que vous avez comme message ne fait pas office de facture et ça pose souvent problème, il faut des clarifications après. Maintenant je vais rester sur l'ONEA. Aujourd'hui quand vous écoutez le mot ADI, et c'est pas seulement maintenant, il y a beaucoup de plaintes qui concernent notre Office national des eaux. Je pense qu'il y a maintenant aussi une obligation de sortir et s'expliquer. Moi je me rappelle, j'étais à Koudougou lorsqu'il s'était agi de discuter sur la question de la double facturation. J'avoue que c'était pas facile en termes de discussion et les positions étaient beaucoup tranchées et c'était même difficile de bien comprendre cette affaire-là. Aujourd'hui, on est face à une réalité, c'est qu'il y a encore des difficultés à faire passer, ne serait-ce même que le message. Et il y a un auditeur qui disait, moi c'est très pertinent, il disait que même ceux qui viennent vous déposer la facture n'arrivent pas à vous l'expliquer. Quand vous arrivez en agence, on vous amène vers des agents de renseignement. Donc, il y a un problème. Il y a un problème dans la communication, mais peut-être même que c'est plus grave, il y a un problème même de fond. La nouvelle facturation pose véritablement problème pour les consommateurs. Et je crois que les plaintes doivent être entendues et doivent être traitées. Et ça, je pense que l'ONEA est vraiment, vraiment interpellé. Et à côté de cela, il faut voir aussi les plaintes concernant même la desserte d'eau. Beaucoup de quartiers aujourd'hui se retrouvent des jours sans eau, ou bien ceux qui l'ont se retrouvent dans des situations où vous réveillez le matin, la pression n'est pas bonne. Mais on ne communique pas, on ne dit pas grand-chose là-dessus. Et puis, en même temps, notre Ligue des consommateurs, je suis désolé, il faut qu'on les sente aussi. Les consommateurs, de façon individuelle, c'est vrai, ils utilisent les cadeaux qu'il faut, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je pense qu'il y a intérêt à s'expliquer. Il y a intérêt, peut-être, si on se rend compte que la formule ne marche pas, ou bien la formule nous met en porte-à-faux avec le client, est-ce qu'il ne peut pas partir sur une autre base? Je pense qu'il y a peut-être des vérités à se dire. Il y a peut-être des vérités à se dire, et pour moi, il serait important qu'il y ait un bon dialogue. Se murer dans un genre de mutisme, dans une politique de l'autruche, ça risque d'être plus dommageable. Alors que quand on disait l'ONEA en son temps, je pense que c'est l'exemple qu'on citait pour critiquer les autres. Aujourd'hui, c'est plutôt le mauvais exemple. Et ça, je pense qu'il y a intérêt à revoir. Réforme institutionnelle au Burkina Faso, le gouvernement de transition y est résolument engagé. Ainsi, après une année de gestion, plusieurs réformes sont à mettre à l'actif du gouvernement de transition. Ce 9 octobre, le président de l'Assemblée législative de transition a d'ailleurs transmis au chef du gouvernement le rapport des journées d'échange avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives de la transition. Quels sont justement les contours de ces réformes? Analyse à suivre au cours de cette deuxième audience du tribunal de l'actualité. Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Moi, je vais me lancer. On sent qu'il y a beaucoup de réformes qui sont voulues. Il y a beaucoup qui ont fait le débat de l'opportunité. Il y en a même qui sont allés poser le débat de la légitimité de ceux qui les engagent. Mais est-ce que la transition, en définitive, n'est pas aussi, quoi qu'on dise, l'opportunité de changer ce qu'il faut l'être, étant entendu qu'il y a le principe selon lequel ceux qui sont là sont à équidistance de certains intérêts. Maintenant, est-ce que c'est vrai aussi? Ok, merci monsieur le juge Vaha. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de remercier encore TruTV de me donner l'occasion, si vous voulez, d'apporter ma part. Comme j'aime le dire, tel le colibri, j'apporterai ma part et on verra ce que les autres en feront, en espérant que chacun aussi jouera sa part. De l'opportunité ou de la légitimité des réformes qui sont proposées aujourd'hui, surtout dans un contexte de transition, c'est bien ça la question. Je répondrai tout de suite par l'affirmative, mais en réalité c'est une affirmative que je mets dans une forme de généralité du concept même de la réforme institutionnelle. La transition dans nos États, et j'y précise bien dans nos États, c'est vraiment une belle opportunité pour propulser, pour engager un certain nombre de réformes. Nous avons quand même vécu l'expérience de 2015
2015 qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'acquis en matière institutionnelle. Je peux citer tout de suite l'indépendance de la justice qui est pratiquement en marche actuellement, même si il faut encore la renforcer. Il y a aussi la réforme concernant le statut de la fonction publique. C'est en 2015 que cela est passé. Il y a pas mal d'autres réformes qui sont opportunément, c'est-à-dire bien menées sous les transitions. Et comme vous le dites si bien dans votre question, tout simplement parce que la plupart des acteurs de la transition sont censés être des acteurs non partisans. Donc, ce qui me fait dire que oui, c'est une belle opportunité pour avoir de bonnes réformes si bien sûr on s'entoure, et là c'est très important, de tous les éléments nécessaires à la conduite d'une réforme, parce que la conduite d'une réforme, il suffit pas de la vouloir, mais il faut aussi savoir la faire. Et je pense que c'est peut-être là que peut-être le débat peut se poser. Sinon, comme je le disais, d'une manière générale, un État moderne aujourd'hui est continuellement en réforme. Parce que l'avant-réforme est une réforme et c'est très important que l'activité justement gouvernementale soit scindée dans les deux, c'est-à-dire à la part des services et à la part bien sûr réglementaire qui consiste en la production et en la reproduction de certaines normes pour permettre bien sûr à l'État de toujours être adapté à sa société. Pour les auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, eh bien, Nicolas Zemané, enseignant en droit public et consultant indépendant en management public, est notre convoqué à la barre du tribunal. Juge Bougma, vous avez la parole. Oui, il y a une question qui revient de façon récurrente. Il y a plusieurs réformes qui sont engagées, mais la loi fondamentale autour de laquelle certaines retouches devaient être faites au niveau d'une loi, jusqu'à présent, on est dans des consultations pour voir quelle forme de constitution il faut faire. Alors, est-ce qu'il fallait commencer par là ou bien ce n'est vraiment pas nécessaire de commencer par la loi fondamentale par rapport, comment on appelle ça, à la Constitution? Je parle de la Constitution, bien sûr. Bon, écoutez, il faut qu'on évite si vous voulez, d'aborder la question de façon opportuniste. C'est vrai que les gens proposent depuis un certain temps la révision de la Constitution, mais moi, j'aime dire en tant que technicien, il ne s'agit pas de proposer. Il faut me dire pourquoi il faut changer la Constitution. Si le pourquoi est donné, on peut savoir s'il est nécessaire de réformer ou de ne pas réformer. Voici toute la grande question. Alors que là, les gouvernants ont dit qu'il faut une nouvelle Constitution et le pourquoi pour être en phase avec nos valeurs. Justement, le pourquoi n'est pas clairement dit. Parce que si c'est le pourquoi qui est visé, je pense qu'il y a des recommandations qui datent de pratiquement 2015 qui peuvent être prises en compte et qui d'ailleurs avaient commencé à être prises en compte par le régime déchu du MPP. Ces propositions sont pratiquement les mêmes qui sont reproduites aujourd'hui. Donc, de la nécessité de la révision de la Constitution, je dis oui. Déjà, si on parle de refondation de notre État, réviser la Constitution, réformer la Constitution, sinon même passer à une nouvelle République, j'aime dire un nouveau Faso, c'est nécessaire. Maintenant, il ne s'agit pas juste, comme je l'ai dit, de produire un nouveau texte juridique fondamental et dire que nous avons réformé. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? L'objectif visé par rapport à la Constitution, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Sinon, oui, on peut prendre en compte les avis des uns et des autres et puis aller à la réforme et peut-être dans 2-3 ans encore partir encore à une autre réforme, parce qu'il faut éviter aussi ce que j'appelle les réformites, c'est-à-dire répéter trop des répétitions, surtout en ce qui concerne la loi fondamentale, la Constitution, c'est mettre pratiquement un pays dans une certaine instabilité qui ne dira pas son nom. C'est ça mon inquiétude. Le Premier ministre a été clair par rapport au pourquoi, pour que la Constitution soit originale, donc propre au Burkina, une Constitution qui soit débarrassée de tout ce qui est apport extérieur, parce que c'est calqué sur le modèle français. Donc il faut vraiment que nous rédigeons la nôtre propre à nous. Il a dit clairement, donc, parce qu'il estime que ce que nous avons, ça ne nous reflète pas. Ce reste donc une constitution qui sera dépourvue du poste de Premier ministre, parce que ça, c'est pas nos réalités. Voici. Non, je peux comprendre qu'on ait une ambition d'apporter et d'ailleurs dans votre avant-propos, vous le dites, d'apporter certaines valeurs propres à nous, c'est-à-dire dans notre constitution, comme beaucoup de pays le font d'ailleurs. D'ailleurs, je rappelle que nos constitutions sont inspirées de valeurs d'autres pays. Si vous regardez tout ce qui est liberté individuelle, liberté collective, ce sont des valeurs d'autres contrées que nous avons choisi nous-mêmes d'épouser. Si nous voulons continuer sur ce chemin, ce qu'il nous faut, c'est essayer de comprendre comment ça marche
ailleurs, pourquoi ça marche bien ailleurs et chez nous ça ne marche pas. Maintenant, quant à nos valeurs, je pense que le ministère de la Culture a fait un gros travail pour répertorier un certain nombre de valeurs, en tout cas qui nous sont communes, mais je dirais c'est pas la peine d'aller trop loin. Les sociétés comme les nôtres n'ont pas besoin forcément de valeurs communes pour vivre ensemble. On peut avoir une forme d'unité dans la diversité. Le respect de la valeur de l'autre, déjà, je pense que c'est une valeur universelle et beaucoup d'États dans le monde nous l'ont démontré. Il n'y a pas un pays plus diversifié que les États-Unis, mais c'est l'un des États qui a la constitution la plus stable au monde. Donc on peut citer l'Inde, on peut citer la Russie même, on peut citer la Chine. Les grands États sont diversifiés dans leur culture, dans leur ethnie, dans leur religion, dans même leur pensée, mais arrivent quand même à avoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle une valeur commune qui se rapporte. Et c'est là que ça devient intéressant à la notion de patrie. Quand j'ai parcouru le document de façon transversale, j'ai vu que cette notion n'est même pas sortie. Or, c'est le point central. Je vous rappelle que l'une des périodes les plus sacrées de notre histoire, l'une des périodes où les Burkinabés étaient quand même dans une certaine cohésion, c'est la période révolutionnaire. Et vous verrez que la valeur centrale, c'était la patrie. Donc, il faut revenir à cette valeur-là et éviter si vous voulez, un peu le populisme, quoi. On est déjà dans le fond du sujet. On est déjà dans le fond du sujet. Ce que je veux dire, c'est que les objectifs de la mise en place d'une nouvelle constitution sont maintenant exprimés. Maintenant, ici, est-ce qu'il fallait commencer par là? Parce que si on a une constitution dont on dit qu'elle n'est pas en phase avec nos valeurs, alors qu'on est en train de réformer des lois, est-ce qu'elles ne seront pas à un moment donné en contradiction avec une constitution qu'on va déposer qui soit en phase avec nos valeurs, et on voudrait revenir réformer encore ces lois-là pour qu'elles soient conformes? C'est pourquoi je pose la question de l'opportunité. Est-ce qu'il ne fallait pas que le gouvernement commence par nous dire quel type de constitution on veut? Dès lors qu'on l'a, maintenant les autres réformes, on peut le faire aisément, puisque ce qui est fait actuellement est beaucoup plus en phase avec la constitution qui est d'ailleurs décriée et qui nous vient de la France, disons. Alors vous dites ce qui est fait actuellement, moi je n'ai pas vu quelque chose qui est fait actuellement. Les réformes actuelles? Les réformes actuelles, je n'en vois pas jusque-là. Vous n'en voyez pas? Je n'en vois pas jusque-là. La loi sur la neutralité... C'est pas une réforme, pour moi c'est une redite. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, c'est une redite. La loi 0421 avait déjà contenu tout, il n'y a rien de nouveau. Rien. Donc c'est une redite. C'est pourquoi je dis il ne faut pas réformer pour réformer, sinon on finit par faire un jeu à somme nulle. Voilà, les intentions exprimées par le Premier ministre peuvent être considérées comme des intentions nobles, mais il ne lui appartient pas, surtout dans un contexte de transition, d'avoir ses ambitions à lui. Il peut avoir son opinion, mais je pense qu'il faut concerter, je pense que c'est d'ailleurs ce que la LT fait, concerter l'ensemble de la société, et il y a des dispositifs prévus à cet effet. Donc pour moi, jusqu'à présent, aucune réforme n'a été engagée jusqu'à présent. Alors, aucune réforme. Voilà, ma dernière question dans cette série. Vous dites que dans le document, la colonne vertébrale, c'est la patrie, ce n'est pas ressorti. Bon, comment est-ce que ça pouvait ressortir dans ces travaux-là? Il faut déjà commencer par l'ériger comme une valeur. Comme j'ai dit, en réalité, le document même, je ne sais pas, peut-être que c'est un document incomplet, mais on ne situe même pas le contexte de ces activités. Ça commence directement par les propositions envisagées par le gouvernement. Il n'y a aucun contexte. Il n'y a aucune problématique qui est soulevée. En fait, je veux dire, on ne voit pas les TDR ressortir à travers le document. On dirait un concentré d'éléments réunis qu'on nous a présenté en 35 pages. Donc, pour moi, la méthodologie même pose problème. Ça fait que l'analyse est très difficile. Sinon, la patrie, comme je vous l'ai dit, en réalité, il suffit d'en faire d'abord ce qu'on appelle l'objectif fondamental de toute réforme actuellement, qui fera en sorte que les Burkinabés, là je pars d'un constat, le constat qui est que nous sommes assez séparés aujourd'hui. Pour telle ou telle question, pour tel ou tel sujet, il y a si vous voulez, une certaine division entre les Burkinabés. Et j'aime poser cette question naïvement. Qu'est-ce qui réunit tous les Burkinabés? Voici une question fondamentale à laquelle il faut réunir. Parce qu'un État, c'est avant tout un peuple, un territoire et un pouvoir. Nous avons, Dieu merci, le territoire, même s'il est menacé. On le récupérera sans doute très tôt. On a le pouvoir, quelle que soit sa forme. Maintenant, le peuple pose un problème. Le problème fondamental actuellement dans notre pays, c'est ça. Maintenant, pour avoir un peuple, en sciences politiques, nous on le dit, il leur faut ce qu'on appelle une communauté d'intérêt. Et cette communauté d'intérêt va être quoi?
pour les Burkinabés, vous l'avez dit, une 60aine d'ethnies. C'est difficile de dire que c'est la culture, c'est difficile de dire que... Non, il faut trouver une valeur centrale. Et cette valeur centrale, celle qui peut nous réunir le plus, c'est l'héritage de nos pères. Et c'est ça la patrie. La patrie, c'est l'héritage de nos pères. Et nos pères, c'est qui? Ce sont nos dévanciers qui ont voulu prendre la marche de l'État moderne. Et c'est, je pense, d'ailleurs, l'un des grands succès de Thomas Sankara, qui avait pris la patrie comme justement la chose qui nous appartenait à tous, la chose de nos ancêtres, de nos enfants aussi, et qui méritait qu'on se batte afin de pérenniser son existence. Voici tout le débat. Donc, on peut le mettre dans un chapeau initial de toute forme de réforme, c'est-à-dire comme valeur, et l'expliquer clairement. Et je l'ai dit une fois de plus, vous, Bougma et moi, si on cherche bien entre Bougma et Zémané pour trouver un lien, ça va être difficile pour qu'on soit des compatriotes, pour qu'on soit des Burkinabés. Maintenant, qu'est-ce qui nous réunit? Ce n'est certainement pas seulement le territoire. Il faut qu'on ait une valeur qui transcende l'ensemble de toutes les valeurs. Et c'est ce qu'il faut faire sortir. C'est-à-dire, c'est une démarche d'abord pédagogique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, agir à l'exemple est fondamental en la matière. Et je pense qu'en la matière, Sankara était passé maître du jeu. D'accord. Voilà. Quand on parle de réforme institutionnelle, quels sont les principes auxquels elles doivent répondre? Bon, d'abord, tout de suite, comme je l'ai dit, les réformes sont normales dans un État tout court. On va dire, dans un État moderne, c'est encore plus renforcé. Et le principe de base, justement, de la réforme, c'est, je l'ai dit à l'introduction, c'est être à même de s'adapter aux besoins réels de la société dans laquelle, bien sûr, ces réformes doivent s'appliquer. C'est un des principes fondamentaux, justement, de tout ce qui est action publique, qui est qu'on doit chercher toujours à s'adapter aux besoins. Par exemple, quand vous êtes face à un peuple qui a une population qui a de plus en plus soif de la justice, renforcer la justice, renforcer la transparence. Quand vous êtes face à un peuple qui a de plus en plus, par exemple, besoin d'éducation, travaillez à faire de l'éducation, c'est-à-dire peut-être le moteur de la marche de la société. Donc, c'est un principe de base qui consiste à s'adapter aux réalités du moment. Ce qui cause problème, c'est peut-être aujourd'hui la méthode. On parlait du contexte avec la question du juge Vaha, du gouvernement de transition. Quelle est la méthode que l'on doit utiliser pour ces réformes? Il y a des méthodes classiques pour toute forme de réforme, même dans le privé, je le dirais. Il faut partir toujours de certaines questions, des questions fondamentales. C'est quoi réformer d'abord? Qu'est-ce qu'il faut réformer? Il faut l'identifier. Dans cette identification, il y a le peuple qui doit intervenir. C'est le peuple qui identifie. J'ai vu que dans le document que la LT nous a présenté, il y a un peu de ça dedans, mais c'est insuffisant. Pourquoi réformer? Il faut être capable aussi de donner le pourquoi. Comment réformer? Il faut savoir comment réformer. Quand réformer? Et quels sont les moyens qu'il faut mobiliser pour la réforme? Et après tout ça, et c'est très important, ce que je dis, c'est un travail préalable. Quelles sont les conséquences de la réforme? C'est-à-dire, ça doit répondre forcément aux objectifs qu'on s'était fixés lors du pourquoi. Quelles sont les conséquences? Donc, une fois qu'on a fait ce travail préliminaire, on peut passer maintenant au déroulement de ce plan. Donc, le quoi, comme je l'ai dit, sur toute la ligne, à chaque fois, il faut que la société soit concernée. C'est nécessaire parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, être au pouvoir ne veut pas dire que vous avez le pouvoir de réformer. Non, vous avez la responsabilité de réformer, mais pas le pouvoir. Et la responsabilité, elle vous est confiée. Et cette responsabilité est confiée par qui? En temps normal, c'est confié par le peuple. C'est d'ailleurs pour ça, le plus souvent, c'est à travers le projet politique d'un chef, d'un candidat, qu'on peut savoir ce que le peuple veut ou pas en le choisissant. Mais là, nous sommes dans une situation transitionnelle, mais je pense qu'il y a quand même des canaux d'expression de la population, de la société, qui ont permis du moins d'avoir un certain nombre de besoins de réforme. Je pense que le MPSR 1 avait réuni un certain nombre d'experts qui ont fait un travail de consultation pour avoir une idée de ce que la société attend réellement. Et jusqu'à preuve de contraire, je crois que c'est sur cette base que le MPSR 2 en train de conduire aussi les réformes. Donc, le quoi a été exprimé par les populations burkinabées. Le pourquoi doit être forcément accompagné du quoi. Je pense que le document aussi fait ressortir ça. Tout de suite, le juge Bougma disait qu'il faut introduire des valeurs pour que la Constitution nous ressemble. Bon, est-ce que la Constitution aujourd'hui ne nous ressemble pas? Voilà. Donc, ces déroulements sont nécessaires pour arriver à une réforme. Et vous verrez que ce sont des questions, en réalité, qui procèdent, en fait, à une évaluation de l'existant. Voilà, toujours une évaluation. Tant que vous n'avez pas fait une évaluation de l'existant, vous ne pouvez pas aller. J'ai vu dans le document des gens qui proposent, par exemple, la suppression du médiateur du FASO. Ça m'a fait un peu sourire, ça m'a fait tilter. J'ai dit, mais pourquoi
supprimer le médiateur du Faso. Est-ce que vous connaissez l'histoire du médiateur du Faso? Le médiateur du Faso, c'est un exemple. Moi, c'est l'exemple parce que oui, le médiateur, je prends comme exemple parce que c'est une institution à laquelle je me suis beaucoup intéressé et que j'ai beaucoup étudié. Il y a une histoire qui prévaut toujours à la mise en place d'une institution. Et c'est pas parce qu'une institution ne fonctionne pas bien qu'il faut la supprimer. On peut la corriger dans son fonctionnement. D'ailleurs, j'avais demandé à l'époque au président Kaboré de respecter l'institution en ne validant pas la nomination de Dame Sarah Sérémé. C'est une dame que j'apprécie bien, mais c'est une institution qui ne s'accommode pas d'un visage politique. Pas du tout. C'est la neutralité que ça doit être, que ça doit en fait, si vous voulez, véhiculer. Donc, un visage politique, même démissionnaire, ça ne sert pas parce qu'en politique, on ne démissionne pas. Ça joue sur l'image de l'institution et ça remet en cause son objectif initial qui est d'avoir une certaine neutralité dans une société où l'administration a tendance à dominer les citoyens. Oui, quand on écoutait le président donner un peu les premières explications, on va dire comme ça, sur le pourquoi des réformes, il y a un élément qu'il disait, moi je le pose et puis on va voir si vous le partagez. Il disait que cette constitution dans sa forme actuelle ne va pas avec nos aspirations et que c'est une poignée, c'est une minorité éclairée qui décide pour la masse. Et ça, il faut changer. Est-ce que notre constitution reflète vraiment cela? Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est le peuple burkinabé qui élit le président, qui élit les députés. Ou est-ce que c'est une minorité qui décide? Voilà, c'est ça. On a une élection qui met en place des autorités politiques. Et ces autorités politiques vont agir en fonction du mandat qui leur a été donné. Et quand le peuple n'est toujours pas content, le peuple peut faire une insurrection comme en 2014. On l'a vu aussi. Donc, je dis, il faut qu'on arrête de croire que le problème est constitutionnel. Le problème n'est pas constitutionnel. Le problème est ailleurs. C'est peut-être au niveau de l'éducation civique et politique de certains acteurs que nous devons plus travailler. Sinon, la constitution que nous avons n'est pas seule au monde. Il y a des constitutions similaires dans pratiquement tous les États. Mais la question, elle est simple. Dans la démarche comparative, il faut se demander pourquoi ailleurs ça fonctionne et chez nous, ça ne fonctionne pas. Oui, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que la constitution elle-même, elle reflète plutôt l'avis d'une poignée de personnes éclairées, plutôt qu'au détriment d'une masse populaire. C'est là où je dis c'est intéressant le problème qui est posé. Parce que quand vous lisez, il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Moi, je prends le cas du médiateur du Faso. Vous verrez, tout le monde dira c'est budgétivore. Vous leur demandez c'est quoi le budget, ils ne peuvent même pas vous dire. Ils ne peuvent pas vous dire. Est-ce que ça pose un problème de forme et de process? Si on nous dit, bon, ok, c'est la masse qui doit faire toutes les propositions, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne devrait pas partir d'abord plutôt d'un certain nombre d'éléments bien travaillés par des personnes qui maîtrisent vraiment les questions, avec des propositions qui seront ouvertes maintenant à des choix éclairés? Parce qu'on fera des communications à une masse qui sera maintenant sur les enjeux, les différentes thématiques. Quel peut être leur avis? Parce que ici, même quand vous lisez la trentaine de pages, je ne vais pas dire que ça va dans tous les sens, mais quelquefois, il y a des éléments que vous ne comprenez même pas. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas ça le piège aussi? Mais c'est un gros piège. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, notre société, telle qu'elle est configurée, ne nécessite pas forcément que tout soit fait en tenant compte de la diversité. Je dis pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut des leaders de cette diversité. Et ces leaders-là peuvent être désignés directement par ces populations qui sont dans leur diversité. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des propositions du professeur Soma lors de sa candidature passée m'avait assez séduit, qui est de tenir compte en fait de nos localités, c'est-à-dire si vous voulez des terroirs. Et ça, c'est très important. Tel qu'aujourd'hui, nous avons notre constitution, c'est une constitution proposée par des leaders. Et ces leaders, c'est l'élite politique, c'est l'élite administrative, c'est l'élite de la société civile, c'est, si vous voulez, l'ensemble des composants de la société. Même les chefs traditionnels ont proposé. Vous savez que dans nos contrées, le plus souvent, la voix du chef est celle de son peuple. Donc, si ça s'est pris en compte déjà, de façon, et j'ai dit une fois de plus, de façon honnête, de façon transparente, il n'y a pas de raison que la population ne se sente pas concernée. Sinon, c'est utopique de croire qu'on peut partir vraiment de chaque citoyen pour monter. D'ailleurs, le professeur Bado, que c'est trop sérieux, dit souvent que cette affaire-là est trop sérieuse pour confier au Burkinabé de la même façon. C'est normal que dans une société, il y ait une élite, c'est normal qu'il y ait un leader, comme dans une famille,
tout le monde n'a pas son mot à dire, mais ça fonctionne souvent, le plus souvent, lorsque le leader est conforme et attentif en fait à ce que les membres, les éléments de la famille, bien sûr, attendent. Et c'est ça le rôle premier d'ailleurs d'un homme politique, c'est être capable de diagnostiquer réellement sa société et comprendre quels en sont les besoins. Et à chaque fois que vous partez vers ces populations, ben vous saurez si vos propositions sont dans le vrai ou pas. Le problème ici, c'est que les gens vont... les propositions sont guidées, c'est-à-dire tel que le document est fait. On part demander par exemple, est-ce que vous voulez qu'on modifie la Constitution? Bon, excusez-moi du peu, mais dans le contexte actuel, rares sont les Burkinabés qui ne vont pas répondre par oui. Rares sont les Burkinabés qui vont. Donc ça veut dire que le oui, même s'il est majoritaire, peut ne pas être suffisant pour vraiment passer à une réforme. Il faut peut-être aller dans la neutralité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on change actuellement dans le pays? Ça, c'est très simple. Et vous allez voir les gens, ça va partir de toutes parts. Et c'est là tout le travail du technicien, c'est de réunir ces éléments, aller faire une analyse et faire sortir quelque chose, comme j'appelle souvent l'orientation, les choix. Et répartir maintenant. La dernière fois, nous sommes passés vous voir, vous nous avez parlé de telle chose, mais nous avons réussi à les réunir dans tel domaine. Voici ce que vous avez proposé. Est-ce qu'on peut? Et ils vont encore faire un choix. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière étape qui consistera à la mise en œuvre. Et vous verrez que là, en ce moment, ça devient cohérent. Sinon, je pense que ce serait utopique, vraiment utopique de croire que nous pouvons faire sortir une constitution qui est calquée sur notre, si vous voulez, nos valeurs communes d'ailleurs, qui n'existent pas tant que ça. J'ai dit c'est la patrie à la limite. Ou bien la solution, c'est de faire ce que d'autres États dans notre forme ont fait, c'est créer peut-être une 60aine de constitutions avec une constitution qui les fédère. Quand vous dites qu'est-ce qu'il faut qu'on change exactement, est-ce qu'on n'a pas la réponse avec la situation même du pays? On a eu un chef d'État qui a fini son mandat, qui a été réélu, qui est tombé par coup d'État. En l'espace d'une année, un autre coup d'État. Est-ce que ce ne sont pas ces aspects-là aussi qui sont à voir pour voir la nécessité même de changer celle-là? Non, ça sont les manifestations. Ce sont des manifestations. On disait que le président Kaboré était le premier président élu démocratiquement au Burkina Faso. Ben, il fait partie des présidents qui ont battu le record, si vous voulez, de longévité en termes de réduction de longévité. Mais pourquoi? Pourtant, c'est le premier président élu démocratiquement. La question, c'est est-ce que l'élection démocratique est fiable? N'est-ce pas ces réformes-là qui sont envisagées? Mais ça ne se réforme pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une éducation civique et politique. Vous pouvez faire toutes les réformes au monde. Tant que vous allez permettre à quelqu'un de voter quelqu'un en fonction de son ethnie ou bien en fonction de sa religion, en fonction de sa richesse, et ça ne va pas sortir de notre société parce que c'est notre conflit. Les sociologues vous le diront. C'est comme ça que notre société fonctionne. Ben, on aura parfois ces conséquences. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une société qui manque de cohérence. Il y a un problème de cohérence et nous voulons de la démocratie, c'est-à-dire dans le sens où tout le monde doit s'exprimer, mais en même temps, nous sommes dans une société qui est très hiérarchisée, qui est très ordonnée. Quand vous prenez même les ethnies, entre elles, il y a une certaine hiérarchie qui est déjà là. J'aime dire de façon banale dans certains de mes cours, est-ce qu'il est normal qu'un notable soit commandé par un forgeron dans notre culture? Ben, tout le monde dira non. Mais ça, ce sont des choses enfouies en nous, par exemple, que nous avons. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça dicte le comportement aussi dans la société. Dans certains milieux, tu arrives, tu abordes certaines langues, tu es vu comme quelqu'un faisant partie du milieu. Mais quand tu parles une autre langue, tu es rejeté sans qu'on te le dise. On va dire, tu ne peux pas parler telle langue ou quoi. Voilà comment les choses fonctionnent. Ce sont des choses enfouies en réalité en nous, qui ne sont pas forcément de mauvaises choses. Il faut juste savoir les utiliser dans un contexte d'un pays avec autant de diversité. Oui, juge Bougman. Bon, j'ai un commentaire et une question. Effectivement, le président dit que c'est une minorité qui a toujours décidé pour la majorité. Je pense que ça va être difficile qu'on s'en sorte. Autrement dit, on n'aura plus de députés parce qu'on choisit une minorité qui part s'asseoir. Voilà. Même ce document, il est dit au début qu'il y a environ 1300 personnes, soit un effectif moyen de 100 représentants par région. On a participé aux travaux avec une moyenne de 12 heures. Bon, voilà. Donc, 100 représentants par région. Ouagadougou, c'est combien? Près de 3 millions. Est-ce que les 100 n'ont pas décidé? Ne sont pas une majorité pour les 3 et quelques millions. Prenons la ville de Bobo. Les 100 qui ont, la moyenne de 100 qui a présidé là-bas, qui a participé aux travaux, est-ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas une majorité, une minorité qui impose? Je pense qu'ici, c'est la qualité du petit nombre de personnes choisies là. C'est surtout la qualité des hommes, leur fiabilité, leur capacité à se lever au-dessus de toute considération qui peut faire la différence.
Nous sommes en démocratie et on est dans un système de représentation. Dès lors que c'est comme ça, ça va être très difficile qu'une minorité ne l'impose pas à la majorité. Maintenant, est-ce qu'on a une minorité qui est éclairée, qui sait ce qu'elle veut et qui est en phase avec la majorité? Je pense que le débat doit être beaucoup plus à ce niveau-là. Sinon, même actuellement, si c'est cette question de légitimité, c'est pas sûr que même le gouvernement actuel échappe à ça. Est-ce qu'on a demandé votre avis pour nommer un ministre? Est-ce pour autant que ces décisions qu'il prend chaque mercredi ne réagissent pas sur votre quotidien? Est-ce pour autant que vous allez sortir dire comme moi on m'a pas interrogé, je me reconnais pas dans les décisions de ce ministre? Mais c'est le conseil des ministres, c'est combien de ministres qui siègent sur l'ensemble de la population burkinabé? Quand on dirige, il y a des choses qu'il faut dire, mais il faut faire très attention pour que on ne soit pas rattrapé par ces propos-là. Parce qu'en démocratie, il y a aussi c'est pourquoi on paie les gens pour l'indemnité de représentation, de représentativité. Je pense qu'il y a une indemnité qui est servie pour ça. Donc, c'est ça aussi. Est-ce qu'on peut faire autrement dans ce contexte-là? C'est la question que je me pose. Maintenant, pour revenir à votre question, vous avez dit ils ont la responsabilité, mais ils n'ont pas le pouvoir. La différence, c'est à quel niveau? La différence, et justement, vous faites bien de la poser, et ça va permettre d'ailleurs de prendre en compte l'inquiétude que vous soulevez. La différence se situe au niveau de l'obligation de rendre compte. Celui, généralement, qui a le pouvoir, là, il décide et puis il est assis, il attend les réactions. Mais ici, la responsabilité exige de celui qui détient justement les clés du changement, là, de toujours partir vers là où il tire la légitimité de son pouvoir. Vous avez parlé des représentants. Moi, je suis par exemple entre Ouaga et Koudougou, mais personnellement, peut-être que je ne suis pas bien l'actualité, mais je n'ai jamais appris qu'il y avait un appel à candidature pour faire partie, par exemple, de ces groupes-là. Je ne l'ai pas su, alors que c'est des questions qui m'intéressent à plus d'un point. J'ai même fait des propositions directement au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, sans attendre qu'on en fasse appel, mais même si ce n'est pas pris en compte, c'est pas grave. Mais ici, là, c'est savoir qui représente qui. Et comment, justement, le rendu est fait. Est-ce qu'il est fidèle à ce que ceux qui l'ont envoyé, ceux qui l'ont mandaté, est-ce qu'il est fidèle à ce qu'ils ont donné? Et quand il a fini, est-ce qu'il est revenu rendre compte à ces personnes? Donc, dans le pouvoir, le plus souvent, il n'y a pas ce retour. Or, dans la responsabilité, c'est nécessaire. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui est manquant, les personnes qui vous ont mandaté disent non, c'est pas bon. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne dans toute organisation sociale aujourd'hui moderne. Il faut avoir l'obligation d'accountability, c'est-à-dire aller rendre compte là où vous avez pris le pouvoir d'aller faire. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est que vous n'êtes pas responsable. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème actuellement. Vous allez voir que nous sommes, depuis pratiquement les indépendances, dans des éternels recommencements parce que les gens n'ont pas encore cerné l'importance que la politique s'est dirigée pour le peuple, qu'elle soit une politique issue des élections ou une politique issue d'un coup d'État. C'est dirigé pour la population et vraiment la population. C'est très important. Je vais. Oui, moi quand je regarde aussi les points, il y a des éléments qui peuvent un peu susciter des questions. Il a pris tout à l'heure d'exemple, parlant par exemple du médiateur du Faso. Même quand on prend les propositions, il y en a qui disent qu'il faut par exemple que nos recrutements transpirent la méritocratie. Mais pour cela, il donne un certain nombre d'éléments. C'est à croire que donc, tout ce que le ministre de la fonction publique a fait, c'est dit qu'ils ne l'ont pas vu, ou bien pour eux, même ça c'est inopérant. Ça fait qu'on se pose déjà des questions. Deuxième élément, vous regardez par exemple la question des directeurs généraux. Ils vous disent, par exemple, un directeur général ne doit pas faire plus de 3 à 4 ans. Bon, sur la base de quoi? Et quand vous regardez encore, vous dites, il faut que la gestion des recrutements là, incombe à la SULC, qui est en train de demander des moyens même pour pouvoir faire son petit travail d'audit. Bon, tout ça, est-ce que ça ne contredit même pas la vision du départ, l'assertion même du président lui-même? Parce que dedans, il faut nettoyer encore. Ça menace même l'existence de notre État à un moment donné si nous n'arrêtons pas de croire que c'est à nous que revient, c'est-à-dire le seul rôle de changer les choses. J'ai dit un travail préalable qui est déjà fait. Prenez les directeurs généraux des établissements publics et des entreprises publiques que vous venez de citer. Dites-moi concrètement qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de recruter par test? C'est la volonté politique. Les textes sont là.
Aucun texte n'a été abrogé. La réforme sur la dépolitisation de l'administration et puis... un terme incongru que j'ai toujours combattu, on ne dépolitise pas. Et ça, j'ai vu qu'ils ont repris ça encore. J'ai dit une fois de plus, lisez la loi 081, vous allez voir que nous avons l'une des fonctions publiques qui est vraiment basée sur le mérite. Maintenant, ça va plus loin. Ce sont les questions de poste de direction. Sinon, les concours directs sont toujours organisés. Les enfants de paysans rentrent dans les concours. Moi, je les forme à l'ENAM, à l'ENS. Je vois des enfants de paysans. Tout le monde a la même chance. Maintenant, le problème, c'est une fois qu'on est dans l'administration, comment occuper à un moment donné, comment espérer, c'est ça toute la logique de la carrière, espérer occuper un poste de responsabilité. Et c'est là l'enjeu, le grand enjeu. Et je pense que le Premier ministre Tertus Songo avait bien vu en instaurant justement le recrutement, c'est-à-dire pour certains postes par test. Et je l'ai dit et je redirai ça, ça fonctionne bien au niveau du pouvoir judiciaire. Regardez comment les magistrats fonctionnent. Ils sont burkinabés. Pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui dans l'exécutif? Ce n'est plus appliqué? Les magistrats fonctionnent comme ça. Non, ce n'est plus appliqué. Je ne pense pas. Personnellement, moi-même, je guette des lancements pour postuler. Je ne vois pas. Parce que oui, parce que... la loi sur la dépolitisation le dit clairement. Elle le dit clairement, mais rien n'est fait. Pourquoi? Posez-vous cette question. Quand vous aurez l'occasion de discuter avec un ministre du Faso, demandez-lui pourquoi. C'est le Conseil des ministres qui continue de nommer. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller à une réforme pour ça? La volonté seule suffit. La volonté seule suffit. Et je dis, regardez chez nos amis magistrats, vous verrez que ça fonctionne parfaitement. Pour recruter des procureurs, on fait un appel d'offres. Pour trouver qui, déjà même pour savoir qui veut. Parce qu'on peut aussi vous nommer puis vous ne voulez pas. Vous avez peur d'accepter parce qu'on vous a proposé. Sinon, mais déjà là, ça permet à la personne de jouir de son pouvoir discrétionnaire. Est-ce qu'à l'état actuel de ma vie, j'ai besoin de telle responsabilité, telle... Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses, ça se passe au Burkina, c'est pas aux États-Unis. Ça marche très bien. Maintenant, la question est simple. Pourquoi dans l'exécutif, on ne le fait pas? Donc mettre ça comme une réforme, c'est pourquoi j'ai dit j'ai peur que ce document-là ne nous ramène encore un peu en arrière, quoi. Il y a par exemple la réforme portant sur le Conseil supérieur de la communication qui fait un peu débat actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai suivi effectivement les débats et jusqu'à hier j'écoutais encore le représentant justement des médias. En fait, je ne peux pas dire autre chose que ce que les personnes avisées sont en train de dire. Le CSC, il faut comprendre son histoire. Le CSC est né, c'est vrai, suite à la révision du CSI, voilà, mais dans un contexte où, de 98 en allant pratiquement en 2000 que le CSC est né, dans un contexte où nous vivions, c'est-à-dire, si vous voulez, le début de la véritable démocratisation au Burkina Faso, avec des populations qui sont capables maintenant de crier non au pouvoir, des journalistes qui sont capables, à l'image de Norbert Zongo qui a été assassiné même dans ce cadre, qui étaient capables de taper là où ça fait mal au niveau du pouvoir politique ou du pouvoir administratif. Donc, les collèges de sages, quand ils ont recommandé la forme actuelle du CSC, c'était justement pour maintenir cet acquis démocratique. Et de fil à aiguille, le CSC a évolué. Aujourd'hui, la forme adaptée, c'est que le CSC est une autorité administrative indépendante. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le principe même de l'autorité administrative indépendante, c'est qu'elle doit être détachée de toute autorité politique. Donc, dire même que le président va nommer, déjà même proposer même là, ça c'était déjà un problème. On a vu le cas du début de la mort du CSC, on a vu ça sous le MPP, lorsque le conseiller spécial du président s'est retrouvé être proposé par le président de l'Assemblée. Regardez le jeu politique, c'était aberrant. J'ai déjà crié, je pense que le ministre Sango à l'époque aussi avait crié à rôle là-dessus. Ce sont des choses qui étaient terribles, qui remettaient en cause même l'existence de l'institution parce qu'on a bafoué son histoire, on a décidé de ne pas voir l'histoire de l'institution. Donc ce qui se prépare aujourd'hui, puisque ce n'est qu'un projet de loi, est à mon sens, l'achèvement de l'œuvre commencée par le MPP, la mort d'une institution administrative indépendante, pourtant importante dans des situations d'évolution démocratique. J'ai dit une fois de plus, une institution, en réalité, c'est quelque chose qui vit. Et dans la vie, il peut y avoir des ratés, des succès. Les ratés, là, c'est ça qu'il faut réparer. Les succès, il faut renforcer. Je pense qu'il y a beaucoup d'acquis pour le CSC. Il y a des ratés, et je dis, ces ratés-là datent pratiquement du régime MPP. Sinon, même avant, lorsque le président Compaoré décidait, choisissait, il y a des présidents du CSC qui ont joué pleinement leur rôle, en tout cas qui ont été le plus fidèles possible
à la mission du CSE. On peut citer à juste titre le président Tiao, qui a vraiment contribué aussi au rayonnement de cette institution. Donc c'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, c'est une question d'homme. Vous pouvez mettre proche du pouvoir, mais parce que vous avez l'amour pour votre pays, vous avez l'amour pour votre patrie, vous décidez de faire en sorte à protéger les institutions. Parce que ce sont les institutions qui maintiennent justement ce vivre en commun là à vie. Si on ne part pas sur cette démarche, c'est dangereux. Donc pour moi, dès lors que le président va choisir un président, ce n'est plus une autorité administrative indépendante. L'autorité même vous dira que permettre au président de nommer directement le président du CSE, c'est lié aux tensions que l'on a observées avec l'élection du président du CSE. Résolver le problème ne veut pas dire ramener les choses en arrière. Ici, là, il faut regarder pourquoi il était difficile de choisir, par exemple, un président. C'est parce que la politique a mis son nez dedans. Même la CENI, qui est l'une des institutions aussi les plus stables, quand la politique a mis son nez dedans, on a vu comment ça a tremblé. Le problème du politique, c'est qu'il est toujours partisan. Et surtout quand il est doté d'un sentiment non patriotique, ça devient plus grave. Il veut placer partout ces éléments et s'assurer de sa continuité de son pouvoir. Souvent, c'est par ignorance aussi que certains politiques le font. Certains acceptent ce sacrifice, si on peut l'appeler ainsi, de l'indépendance, parce qu'il faut le mettre sur l'autel aussi de la guerre qu'on est en train de mener et de ses exigences. C'est ce que certains mettent sur la table. Hein. Ils disent, bon, écoutez, vous dites indépendance, mais on est dans un contexte où on ne peut pas permettre à tout le monde de faire... et on a vu un peu les petites guerres qu'il y a eu. Le CSE, quand vous le regardez de façon très apparente, je pèse mes mots, s'est refusé à prendre certaines décisions qui ont été assumées en définitive par le gouvernement. Ça se règle en définitive avec cette formule-là. Ça me fait sourire. Moi, je me rappelle qu'au début de ce coup d'État, le MPSR 1, j'avais eu à dire sur la radio nationale qu'il est très important de ne pas vouloir jouer à la politique de l'autruche. Quand on décide de faire un coup d'État, c'est pas pour fonctionner encore sur la base démocratique. Parce que dès le début, c'est faussé. Je disais de remplacer la légalité normale par une illégalité normale. C'est très important. C'est ça l'état d'exception. On pouvait tout simplement suspendre toutes ces institutions et travailler à restaurer ça. Et là, on est obligé de prendre un temps bref. Une année largement. C'est vrai que la question sécuritaire étant, ça a posé des problèmes. Mais même là encore, une fois de plus, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la gestion de la sécurité? Je pense qu'aujourd'hui, on peut détacher la sécurité de toute la vie de la nation d'une certaine manière. Je dis bien d'une certaine manière parce que c'est des expressions qui peuvent choquer certains. Tout est devenu une question de sécurité. La liberté de la presse, là, a quoi à voir avec l'insécurité? Dans les pays où il y a la guerre, vous pensez qu'il n'y a pas la presse qui est libre? Au contraire, museler la presse peut exacerber cette question sécuritaire. Et je peux le prouver. Donc il faut aller moi je ne pense même pas que ce soit ça qui ait motivé le choix de donner au président ce pouvoir. Moi je pense que c'est des gens qui sont assis dans leur chapelle, leur petite chapelle, en train de défendre leurs propres intérêts. Manque de patriotisme. Le président peut être dans toute sa bonne foi, mais il faut qu'il se méfie du Burkinabé même. Le Burkinabé est très dangereux. Je dis ça parce que j'ai fait l'administration. J'ai conduit une réforme sur 3 ans où on a mis tous les bâtons dans mes roues parce que les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette réforme? Je leur dis écoutez, mes enfants, mes petits-enfants, vos petits-enfants, ils gagneront. Tant qu'on ne va pas réfléchir réforme dans ce sens, ça sera un problème. Mais vous allez voir que ceux qui sont à la manette souvent pour les réformes, regardez, il y a un lien direct avec leurs propres intérêts. Même les organisations des médias et autres là, moi j'ai peur de tous ceux qui défendent si vous voulez, des intérêts partisans. J'ai peur. Moi je veux l'intérêt du peuple burkinabé. Je parle de la réforme du SND, hein, si vous allez poser la question, qui fait que le SND est passé du tout au tiers de la contribution salariale ou du traitement, aujourd'hui qui permet à tout fonctionnaire de vivre. Mais imaginez-vous, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Zemané, as-tu fait ton SND ou pas? J'ai dit oui, mais il dit, mais pourquoi tu veux réformer? Je dis mais je l'ai fait pour les gens comme moi qui vont passer par là. Parce que quand j'y étais, j'ai compris que ce n'était pas simple. Et d'ailleurs, c'est une institution qui demande à évoluer. La parole au juge Bougman. Oui, sur la question de ce qui est envisagé au niveau du CSE, moi j'ai 2 questions. Hein. Vous dites que c'est la mort de l'institution. En quoi est-ce que c'est sa mort? Oui, parce que tant qu'elle n'est plus indépendante, elle n'a plus de raison d'être. Ça, c'est comme c'est le ministre de la communication ou bien le président ou le premier ministre qui vont dire ce qu'il y a en matière de liberté de presse. Le président va exécuter. Dites-moi, si on vous nomme comme président, comment vous allez vous détacher de celui qui vous a nommé?
C'est ça, dans l'accusation, il y a le devoir d'ingratitude. Ah ben, essayez dans ce pays-là. Je vous parle, voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous revenez à nos réalités, monsieur Bougma. Vous êtes un mot aussi vrai je pense, de Koudougou, là. La reconnaissance est culturelle chez le Mouaga. Et vous allez voir que tout le village même risque de venir dire merci à celui qui vous a nommé. On a vu des premiers ministres ici qui ont été nommés et des villages se sont déplacés pour venir dire merci. Ça, c'est culturel chez nous. C'est pourquoi il faut qu'on adapte nos institutions, justement, à nos cultures. Ce qui peut nuire, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, tout simplement. D'accord. Voilà. Oui, par rapport à... Mais sur la question... Parce que maintenant, le CSC peut régler réguler les réseaux sociaux. Pour certains, il fallait d'abord une loi sur les réseaux sociaux, la loi sur laquelle le CSC va s'appuyer pour pouvoir réguler. Et pour d'autres, ce n'est pas nécessaire parce que le Code pénal a déjà prévu des dispositions sur lesquelles, si vous enfreignez, on peut vous sanctionner. Mais dans ce cas, laissez le Code pénal réglé. Le juge est là pour ça. Pourquoi chercher à donner ça au CSC? En fait, ce sont des évidences même. Ceux qui écrivent même savent que ce qu'ils disent là. C'est comme si on veut contenter une partie de la population en visant une autre partie de la population. C'est très dangereux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème est réglé par le Code pénal. Pourquoi confier ça au CSC? Et dites-moi, s'il fallait laisser comme à l'État, on confie au juge. À défaut, si le CSC devrait s'en occuper, il faut forcément une loi sur les réseaux sociaux. Ben, il va falloir effectivement, sur les réseaux sociaux, moi je dirais que c'est très difficile. C'est vrai que nous sommes en plein dans certains ajouts même dans notre législation parce que justement l'adaptation du monde, l'évolution du monde nous oblige à nous adapter. Il nous faut de plus en plus développer des droits en matière numérique, en matière de réseaux sociaux et autres. Effectivement, c'est un vide juridique actuellement au Burkina Faso. Et ne donnez pas cette idée-là aux gens. Il ne faut pas qu'ils continuent de croire que c'est possible. Moi je pense que la justice est là. Aujourd'hui, si vous êtes diffamé sur les réseaux sociaux, vous pouvez porter plainte. On n'a même pas besoin de regarder le nombre de followers de la personne pour le poursuivre. Non. Moi, je pense ici, quand on dit ça tout de suite là, de vous à moi, soyons honnêtes, on pense à une certaine catégorie de lanceurs d'alerte. On pense à une certaine catégorie de personnes tout de suite. Et ça, il faut éviter. Quand la loi est comme ça, il faut l'éviter. C'est-à-dire, elle devient non pas générale, mais elle vise une certaine personne ou bien certaines personnes d'une manière générale. Ça, c'est des erreurs à ne pas commettre parce que ça nous aveugle, ça nous fait tomber dans ce que j'appelle l'illusion institutionnelle. Dernière réaction, juge Va. Quand on vous écoute, c'est à croire que on devait laisser les choses telles quelles. Et les améliorer. Moi, je pense qu'on a construit, on a des bases. Ne sommes-nous pas dans l'amélioration? Non, là, on est carrément dans le recommencement. Quand vous dites, par exemple, quand on dit que le président doit être... le projet dit que le président doit être nommé par le président du Faso. Je dis, mais pour quelle raison? Pourquoi le président du Faso va le nommer? Pour éviter les problèmes? Et si le président du Faso lui-même venait à ne plus être là? Sachant que c'est un mandat fermé, un mandat qui est inamovible. C'est dangereux. Je pense qu'on l'a dit ici, dans la démarche, les choix les plus légitimes sont les choix les plus partagés. Le président choisit, et si le président n'est plus là demain? Enfin, comment? C'est des choses qu'il faut éviter. Ce n'est pas une institution politique. Je dis une fois de plus, comprenez toujours l'histoire des institutions et dans la démarche comparative, regardez là où ça existe et ça fonctionne bien pour comprendre comment ça fonctionne bien. Je ne dis pas dans l'absolu, on peut laisser le président, mais peut-être que le président va prêter serment devant celui qu'il a nommé comme président du CSC de ne jamais s'immiscer dans sa gestion. Or, nous avons une société qui ne peut pas s'accommoder de ça. On va dire qu'il est ingrat. Sinon, aux États-Unis, le président nomme, mais vous allez voir que le procureur même peut poursuivre le président. Parce que, vous savez, il prête serment sur la Constitution et sur la Bible. Il sert le peuple américain. Ici, quand on te nomme, on a l'impression que tu sers celui qui t'a nommé. Même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent, comme tu n'es plus au pouvoir, tu détestes ceux qui sont au pouvoir. Il dit, c'est pas comme ça. Je ne servais pas telle autorité. Je servais le peuple burkinabé. Si ce qui est fait aujourd'hui ne fait pas du bien au peuple burkinabé, je pense avoir le droit de le faire savoir. Et c'est ici que l'on met un terme à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Nicolas Zemané, enseignant en droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou et consultant indépendant en management public, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a aussi été question des principes, objectifs, méthodes et conséquences des réformes institutionnelles au Burkina. Merci d'avoir répondu à la convocation.
Merci, Monsieur le Président, mais le temps a semblé bref quand même. On n'a pas fini la question. Il y aura sûrement d'autres convocations. Merci, juge Bougma. Merci également, juge Vaha, pour les angles de regard et d'analyse. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télé comme à la radio. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.